Qui vous dit que votre partenaire n'est pas en train de vous tromper, là, maintenant? S'il n'est pas auprès de vous pendant que vous regardez cette vidéo, eh bien posez-vous des questions. Et je dirais même restez sur vos gardes. Qui vous dit qu'il n'est pas prêt à payer encore? Peut-être qu'il est en train de manigancer un plan des plus sombres pour vous remplacer et que la seule solution pour se débarrasser de vous, c'est de vous supprimer. Bah super, je crois que je vais rester célibataire. Non mais faut se le dire, au bout d'un moment Mogo, avec tes intros, tu nous fais chier. Je vous imagine bien derrière votre PC. Il est en train de nous rendre paranoïaques ce con, mais il en a pas marre. Avec ton bonnet en plus, t'es pas dans nos vies, tu sais pas ce qui se passe Mogo. Oh, mais calmez-vous mes amis, loin de moi l'idée de vous rendre parano, mais vous savez bien que c'est possible, c'est possible. Soyez conscient que toutes ces choses sombres ont déjà existé, malheureusement. Et j'avoue, ça fait très peur, et je le souhaite à personne. Je ne souhaite à aucune personne de tomber sur un partenaire aussi sombre. Aucune. Que de l'amour et de la joie, c'est ce qu'on veut, c'est tout. Mais si on est là aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il va se passer des choses horribles. Découvrons ensemble l'histoire de Jordan Graham. Alors sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Notre histoire prend place aux États-Unis, dans le parc national de Glacier, dans l'état du Montana. Le parc se situe proche de la frontière canadienne, donc on est vraiment dans le nord de l'état et du pays. C'est dans ce vaste étendue de terrain, entre montagne et forêt, que le pire survient en juillet 2013. Le 8 juillet, Cameron Fredrickson s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de son ami et employé Cody Johnson. Le jeune homme de 25 ans est toujours à l'heure au travail habituellement. Cameron l'a appelé à plusieurs reprises, mais en vain. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas donner de ses nouvelles. Ce n'était pas normal. Ici, Cameron ne peut pas appeler la femme de Cody Jordan Graham car elle est elle-même au travail. Le couple s'est marié 10 jours auparavant. Cameron laisse passer quelques heures avant de faire un signalement à la police de Kalispell. Ce même département reçoit plusieurs appels dans la journée concernant ce même individu. Les policiers prennent ces annonces au sérieux et décident de se rendre chez le couple dès le lendemain. Jordan Graham, 22 ans, témoigne face aux agents. Tout comme les autres amis de Cody, elle n'a aucune nouvelle. Le jeune homme avait prévu de retrouver des amis au parc national de Glacier à 1 heure de Kalispell où le couple réside. La randonnée entre amis étant prévue le 7 juillet, la jeune femme s'attendait à retrouver son mari le lendemain, après sa journée de travail. Il n'y avait pas lieu à s'inquiéter pour elle. Le témoignage de la jeune femme de 22 ans est recueilli le 9 juillet. Elle raconte que son mari lui a envoyé un message lui disant qu'il était parti avec un ami qu'elle ne connaît pas. Le jeune homme n'est pas rentré et il ne lui a donné aucune nouvelle. Jordan ne peut pas montrer le message en question à la police car son mari et elle ont l'habitude de supprimer ce qu'ils s'envoient. C'est un peu bizarre ça quand même. Est-ce que vous faites ça vous avec votre petit ami ou votre mari? Est-ce que vous supprimez vos conversations? Est-ce que c'est un truc qui se fait souvent ou au contraire elle est très suspecte? J'aimerais bien savoir, je suis assez curieux là-dessus. Jordan assure avoir débuté des recherches de son côté avec des proches, sans que cela n'ait mené nulle part. La jeune femme fait part de ses inquiétudes sur son compte Twitter. L'entourage de Cody est mis au courant. Les amis du jeune homme comprennent assez rapidement que la situation est anormale. Ce n'est pas le genre de Cody de disparaître sans dire où il est et où il a l'intention de se rendre. La veuve apparaît comme une personne d'intérêt pour eux et bon nombre d'entre eux se méfient. Elle a entre-temps changé de version quant au départ de Cody de la maison. Jordan a vu les amis de son mari venir le chercher, mais elle ne les connaît pas. Elle ne peut donc pas les identifier par leur nom. Le 10 juillet, Jordan signale une information à la police. Elle a reçu un mail de la part d'un prétendu ami de Cody. Il aurait vu la déclaration de Jordan sur Twitter. L'expéditeur, un homme du nom de Tony, lui renseigne que son mari est parti en randonnée avec des amis et que Cody est tombé. Voici ce qu'il va dire. Il disait qu'il devait partir avec ses copains et les emmener faire un tour. 3 de ses amis sont revenus en disant qu'il était allé faire un tour dans les bois, quelque part, et Cody est sorti de la voiture. Il est allé faire une petite randonnée et ils sont certains qu'il est tombé et qu'il est mort, Jordan. Je ne sais pas qui étaient ces gars, mais ils se sont enfuis. Donc annulez le rapport sur les personnes disparues. Cody est mort, ça c'est sûr.
Ce mail est quand même très étrange et très particulier. On parle d'un individu qui est ami avec Cody, et cet individu envoie un mail à la femme de son ami. Déjà, pourquoi envoyer un mail plutôt qu'un message sur Twitter? C'était beaucoup plus rapide. Surtout au vu de la situation, ça paraissait plus évident. Il ne semble pas avoir le numéro de Jordan, et je trouve étrange que Tony possède son adresse mail, mais elle l'a peut-être renseigné dans sa déclaration. Et sinon, autre point étrange, comment tu peux dire à la femme de ton ami qu'il est mort et qu'il n'est plus nécessaire de le rechercher? Ça, c'était vraiment bizarre. Toute cette histoire de mail et de ses amis qui se sont enfuis et qui l'ont vu tomber, ça semblait vraiment, mais vraiment bizarre. On a juste l'impression que c'est un putain de mensonge. Il y a beaucoup trop d'éléments qui ne vont pas. La police prend conscience que cette disparition n'en est peut-être pas une. Elle décide de se rendre au parc national du Glacier dans le but de débuter des recherches. Jordan a elle-même commencé à chercher de son côté la veille avec des proches, mais en présence des autorités, la jeune femme est comme bloquée, elle ne laisse rien paraître, et elle fait le tour de certains endroits avec le même groupe que la veille. Jordan a un sentiment particulier concernant un endroit que les gardes forestiers du parc appellent The Loop. Le petit groupe était déjà passé la veille dans la zone, mais il faisait trop sombre pour que les recherches soient optimales. Son intuition se révèle concluante. Cody se trouve à contrebas d'une falaise de 100 mètres de hauteur. Le disparu n'est malheureusement plus en vie. Il est face contre terre au niveau d'un plan d'eau. C'est un endroit peu praticable et escarpé avec de nombreux rochers. La sécurité du parc est obligée de faire appel aux autorités canadiennes pour l'aider à intervenir. C'est à l'aide d'un hélicoptère que la dépouille est récupérée. L'examen du corps permet de déterminer que la chute est la cause de la mort. Suite à la découverte du corps, la famille de Corey souhaite qu'une enquête soit ouverte. Le jeune homme n'est pas mort accidentellement, comme le laisserait supposer la conclusion des recherches. Jordan partage son chagrin sur Twitter avec une photo de leur mariage. Et voici ce qu'elle écrit dans le message. « Tu me manques, Cody. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Tu vivras dans mon cœur pour toujours. Je sais que tu es dans un meilleur endroit maintenant, en veillant en bas sur moi. Tu es mon ange. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Nous nous reverrons un jour. » Le comportement de la jeune femme dans les jours qui ont suivi n'attire pas plus la sympathie des proches. Jordan est vue en train de chanter et de danser dans la voiture de Cody. Elle n'exprime aucune inquiétude. C'est comme si elle était passée à autre chose directement. La jeune femme ne fait pas partie des personnes qui ont pris contact avec la police. Elle est en communication constante avec son entourage par message et que Cody est parti avec des amis et qu'il ne va pas tarder à rentrer. Jordan apprécie énormément les réseaux sociaux, où elle raconte énormément d'aspects de sa vie. Cependant, elle est peu présente sur Twitter pour parler de la situation qu'elle vit. Maintenant, il est temps de vous présenter le couple et de savoir qui ils étaient. Jordan Lynn Graham est née en 1991 à Kalispell. Elle a un frère qui se nomme Michael. Les enfants Graham bénéficient d'une éducation stricte, rigoureuse, ce qui n'est pas pour déplaire à Jordan. Cette dernière est également attachée à la religion et se rend régulièrement à la Faith Baptist Church, que ce soit pour le culte hebdomadaire ou des événements organisés par l'église. La jeune femme nourrit un rêve, celui de se marier et de construire son propre foyer. Elle souhaite d'ailleurs devenir maman à plein temps. En attendant de concrétiser son rêve, elle a un emploi et vit sous le toit de ses parents. Jordan et Cody se rencontrent à une fête organisée par l'église le 31 octobre 2011. Cody est né le 8 avril 1988 à San José, en Californie. Il est le fils de Sherry Ann et David Clarence Johnson. Ses parents se sont séparés et il a déménagé avec sa mère dans le Montana en 2002. Le jeune homme est connu dans la petite communauté de Kalispell. Il est bavard, charismatique et il a de nombreux amis. Le jeune homme aime rendre les autres heureux. Il a également plusieurs passions, que ce soit les voitures ou les sessions de tir avec des armes. Cody est employé dans la société Nomad Global Communication Service dans le domaine de la télécommunication. De son côté, Jordan est un peu plus réservée et timide. Elle accorde beaucoup d'importance à la religion et souhaite s'engager dans une relation sérieuse avant d'envisager quoi que ce soit sur le plan intime. La jeune fille l'avait déjà vue dans un restaurant Taco Bell après l'église un dimanche soir, mais ils ne s'étaient pas parlé. Jordan et Cody discutent beaucoup au cours de cette soirée, et le courant passe. La jeune femme fait la rencontre de nombreux amis de Cody à cette occasion. Les deux jeunes gens se retrouvent à plusieurs reprises après ça,
ce qui leur permet de faire un peu plus connaissance. Les deux tourtereaux débutent alors une relation amoureuse. Cody s'entend bien avec les proches de la jeune femme et notamment le petit frère de Jordan. Il tombe totalement amoureux de Jordan et envisage un futur pour le couple. Il rêvait de fréquenter une jeune fille assidue à l'église, tout comme lui, ce qui était chose faite. Au fur et à mesure du temps, Cody a mis de l'argent de côté pour pouvoir acheter une bague à Jordan, dans le but de la demander en mariage. La proposition arrive en décembre 2012, un peu plus d'1 an après la rencontre. Jordan est heureuse de cette nouvelle et partage assez rapidement son bonheur sur son compte Twitter avec une photo de la bague. La fiancée écrit « Il m'a fait sa demande, meilleur cadeau de Noël à tout jamais ». La planification commence et la date du mariage est fixée pour la fin juin 2013. Jordan est excitée face à cette nouvelle étape et elle montre sa joie à tout le monde. La jeune femme se déplace jusqu'en Californie pour enregistrer une chanson commandée à la société How Story How Song, une société qui crée des chansons pour les occasions spéciales. Cette société est celle d'Elizabeth Shea, une compositrice connue dans le milieu du mariage. Le couple avait déjà souhaité marquer davantage l'événement. Les amis de Cody sont partagés concernant le mariage à venir de leur ami. Certains pensent que l'union ne va pas durer. Ils s'inquiètent de l'équilibre du couple, car ils ont l'impression que Cody se donne beaucoup de mal pour rien, que Jordan est assez peu réceptive. Parmi eux, il y a Cameron Fredrickson, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Ce dernier ne voit pas la relation saine entre les deux jeunes gens et exprime clairement son désaccord à Cody concernant son mariage. Cameron le connaît bien. Ils passent plusieurs heures de leur journée ensemble. Le jeune homme n'est pas heureux de constater que ses amis ne le soutiennent pas dans son projet. Le 29 juin 2013, le couple s'unit face à leur famille à Woodland Park, dans la ville de Kalispell. Certaines personnes remarquent que Jordan n'est pas tout à fait dans son état normal. Elle a d'ailleurs beaucoup pleuré avant de rejoindre son futur mari. Elle donnait l'impression de vouloir s'en aller. L'attitude de la mariée est mise sur le compte de la nervosité. Et ça pouvait se comprendre, un événement pareil, ça fait énormément stresser. Beaucoup de bonheur, mais du stress. Donc c'était assez normal. Mais au vu de l'histoire, ça paraît louche quand même. La nuit de noces de Jordan et Cody se déroule à Big Fork. Le jeune homme a voulu faire les choses bien et a demandé à une demoiselle d'honneur de Jordan d'acheter des fleurs pour décorer la chambre. Le jeune marié a cœur de satisfaire sa nouvelle épouse. Le couple retourne à sa vie dès le lendemain. Si le jeune marié est toujours dans l'euphorie de l'événement, cela ne semble pas être le cas de sa jeune épouse. Jordan fait rapidement part de sa confusion auprès de son amie la plus proche, Kimberly Martinez, qu'elle considère comme une sœur. Elle va lui dire qu'elle regrette de s'être mariée avec Corey. Les premières confidences à ce sujet interviennent le 30 juin, dans la nuit. Jordan révèle dans ses messages qu'elle pleure beaucoup depuis le mariage, qu'elle est constamment en train de se remettre en question. Les échanges se multiplient entre Jordan et son amie tout le long de la semaine. Kimberly essaie de rassurer la jeune mariée comme elle peut, mais Jordan fait part de ses angoisses et de son incapacité à les partager à son mari. La question de l'intimité la dérange énormément. Kimberly va la conseiller et lui dire de parler avec son jeune mari. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, on revient directement dans le présent. Les policiers ont examiné de plus près le mail que Jordan a reçu de la part de Tony. Après enquête, ils ont pu déterminer que l'adresse mail de l'expéditeur avait été créée par Jordan elle-même. Elle l'a créée dans un ordinateur appartenant à ses parents. Le mail de Tony n'a été envoyé à l'adresse mail de la jeune femme que quelques minutes seulement après sa création. Les doutes à l'encontre de Jordan se confirment. La personnalité de Jordan devient plus claire aux yeux des enquêteurs alors que Kimberly leur présente la conversation échangée avec la veuve. Jordan aimait planifier le mariage, mais elle n'était visiblement pas prête à passer à cette étape. Elle n'a pas mesuré tout ce que cela impliquait. Les jours suivant l'événement n'ont fait que renforcer le malaise que Jordan avait à l'encontre de son mari. Elle était clairement dans une spirale qui la rongeait. Le 7 juillet, elle a révélé à sa meilleure amie qu'elle allait se confier à Cody. Les autorités avaient déjà découvert que les amis de Cody se méfiaient de Jordan, que son comportement lors de la relation et lors du mariage en avait surpris plus d'un. La compositrice Elizabeth Shea est approchée également par la police dans le cadre de l'enquête. Elle a eu l'occasion de rencontrer Jordan lors de l'enregistrement de la chanson de mariage. La future mariée semblait heureuse à l'idée d'épouser son fiancé. Son visage s'éclairait quand elle parlait de Cody. Cependant,
Elizabeth s'est sentie mal à l'aise en découvrant les paroles que Jordan souhaitait pour sa chanson personnalisée. Voici un extrait des paroles pour vous donner une idée. Tout le monde veut un endroit sûr pour tomber, et tu es à moi. Tu m'as aidé à grimper plus haut pour avoir une meilleure vue. Tu es mon endroit sûr pour tomber. Tu ne me laisseras jamais partir. J'avoue que c'est étrange comme parole. C'est surtout très dur à comprendre. Enfin, je sais pas si ça cache quelque chose, mais c'est bizarre. Donc dur à comprendre et très étrange. Le 16 juillet, la veuve est de nouveau convoquée par les enquêteurs. La jeune femme a changé de version plusieurs fois, ne l'écartant pas de la liste des suspects. La police a entre-temps dirigé les investigations dans son sens et ils ont entendu de nombreux témoignages. Ce sont 2 gardes forestiers du parc qui ont donné des éléments supplémentaires prouvant que la veuve n'est pas tout à fait blanche dans l'affaire. Un ranger avait été étonné de voir que Jordan avait trouvé le corps dans la zone du loop, surtout compte tenu de l'environnement. La veuve aurait assuré que Cody souhaitait venir ici avant de mourir. La jeune femme ne pouvait pas ignorer que Cody se trouvait là, car le corps était assez peu visible du haut de la falaise. Jordan est acculée, et elle est prise dans son propre piège. Elle vient d'indirectement avouer que c'était elle la meurtrière. Et voici ce qu'elle va dire. Je l'ai simplement poussée, et je ne pensais plus à l'endroit où nous étions. T'étais quand même au sommet d'une falaise. S'il y a bien une chose à pas oublier, c'est que t'es très haut. T'es très haut. Donc pousser une personne simplement, je suis désolé, c'est que c'est un peu voulu à ce stade. Quelle idée de pousser quelqu'un à une telle hauteur ? Si c'est pas pour la tuer. Ouais, ça paraissait un peu trop facile dit comme ça. La veuve avoue par ses mots qu'elle a menti depuis le début et elle est prête à tout dire à la police. Le 7 juillet, Cody et elle se sont rendus au parc national du Glacier, à 1 heure de chez eux, pour passer la journée en amoureux. Ils voulaient faire une randonnée ensemble. Jordan souhaite profiter de ce moment seul à seul, loin du quotidien, pour se confier sur ce qu'elle ressent. Elle a enfin l'intention de mettre les conseils de Kimberly en pratique. Jordan appréhende les relations intimes depuis le mariage. Elle a été élevée depuis petite dans la religion et dans une éducation stricte. La jeune femme se confie à Cody et une dispute va éclater. Le jeune marié ne comprend pas tout ce que Jordan est en train de lui dire. En effet, elle ne lui fait pas seulement part de son inquiétude concernant l'intimité, mais aussi des doutes concernant leur mariage. Rappelons que l'union a tout juste 8 jours à ce moment précis. Cela a dû être un choc pour Cody. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Le jeune homme a mis plusieurs mois avant de demander Jordan en mariage. Il en a fallu encore d'autres pour organiser la cérémonie. Jordan semblait heureuse. Les seules personnes réticentes à ce projet, c'étaient les amis de Cody, et ils ont été nombreux à lui dire de reconsidérer cette idée. Jordan ne supporte plus la dispute et elle décide de s'éloigner. Cody n'est pas d'accord et rattrape la jeune femme. Il lui saisit le bras dans le but de la retenir. Jordan se tire de l'emprise de son mari et pour exprimer sa colère, pousse Cody. Mais le couple se trouve à une falaise à un endroit dangereux et le jeune homme fait une terrible chute, la tête la première. La jeune mariée ne peut rien faire pour venir en aide à Cody et se contente de courir vers la voiture du couple. Jordan a les clés sur elle et elle prend la route du retour. Elle envoie des messages à des amis en rentrant, mais ne fait aucune mention de l'incident. Elle continue sa vie comme si de rien n'était. La jeune femme avait peur et ne savait pas ce qu'elle devait faire, donc elle a préféré ignorer. Le premier mensonge qu'elle a donné à la police et aux proches de Cody l'a entraîné dans tout le processus qui a suivi. L'entourage de la victime est sous le choc en apprenant les aveux de la veuve. Si plusieurs amis et proches de Cody avaient été surpris de l'attitude de Jordan suite à la disparition puis la perte de son mari, ils ne pensaient pas qu'elle serait allée aussi loin. Et l'un de ses amis va dire les choses suivantes. « Je ne m'attendais absolument pas qu'elle soit capable de blesser quelqu'un, surtout quelqu'un qu'il adorait. Il lui aurait tout donné, il lui aurait donné n'importe quoi, tellement il l'aimait. » Jordan est mise en examen pour homicide involontaire, mais n'est pas envoyée en prison. Elle se trouve assignée à résidence chez ses parents, le temps qu'un procès soit mis en place. Les funérailles de Cody ont lieu le 22 juillet au salon funéraire Johnson Glochat à Kalispell, en présence de sa famille et de ses amis. Un procès s'ouvre devant la Cour fédérale le 9 décembre 2013. Il doit durer que quelques jours seulement jusqu'au 12 décembre. Les avocats de l'accusé
axent la défense de leur cliente sur la thèse de l'accident. Jordan n'a jamais eu l'intention de tuer son mari. Cela a eu lieu lors d'une dispute. D'ailleurs ici, j'aimerais bien avoir vos avis. Selon vous, c'est un accident ou un homicide volontaire? Est-ce qu'elle était consciente de ce qu'elle allait faire ou c'était simplement un accident? J'attends vos avis, ça m'intéresse. C'est parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir expliquer l'événement. Cette ligne de défense ne convainc pas vraiment le tribunal. Jordan a parlé à son amie Kimberly pendant des jours au sujet de ses doutes, et celle-ci a invité à plusieurs reprises la jeune mariée à se confier à Cody. Il aura fallu d'une escapade au parc national du Glacier pour que Jordan se décide enfin à parler, alors que le couple se trouvait en haut d'une falaise. Il n'y a qu'une personne dans cette pièce qui sait ce qui s'est passé, et je ne pense pas qu'elle ait été tout à fait honnête. De nombreuses personnes viennent témoigner à la barre, décrivant comment la jeune femme était perçue par l'entourage de Cody. Le couple ne semblait pas en être un, et la faute est reportée sur Jordan. La jeune femme est assez froide à l'égard de Cody. Les deux amoureux ne se tenaient pas la main, il y avait toujours une distance entre eux. Plusieurs personnes ont parlé de la fameuse surprise que Jordan préparait pour Cody le 7 juillet. Cela devait avoir lieu au parc national du Glacier, l'endroit même où l'incident est survenu. Michael, le jeune frère de Jordan, se retrouve également à témoigner lors du deuxième jour du procès. L'adolescent est en colère à cause des nombreux mensonges que l'accusé a présentés aux autorités avant d'être mis en face à ses incohérences. Elle aurait pu nous dire la vérité. Elle a dit un mensonge. On lui a demandé de dire la vérité et elle l'a répété. Elle a dû continuer à rajouter des mensonges pour le couvrir. Et c'est peut-être pour ça que je suis en colère. Il assure également ne pas avoir compris sur le moment pourquoi le groupe de recherche dont il faisait partie avec sa sœur était revenu au Loop le 11 juillet, alors qu'ils étaient venus sur place la veille. Michael s'effondre devant le tribunal. Jordan Graham plaide coupable de meurtre au 2e degré. L'accusé a passé un accord avec les procureurs en échange d'une peine de 30 ans. Le verdict doit être rendu le 27 mars 2014, lors de l'audience de détermination de la peine. 2 jours avant la date de l'énoncé de la peine, Jordan fait une demande pour l'ouverture d'un nouveau procès. D'après ses propres termes, l'accord est illusoire et une formalité creuse. Elle a lu une note de service où les procureurs ont fait part de la préméditation du crime et ont demandé une peine de prison de 50 ans de prison. Le juge Donald Molloy a refusé la demande et l'audience s'est tenue comme convenu. Jordan est condamné à une peine de 30 ans, comme conclu avec les procureurs. En 2015, un appel est déposé concernant l'affaire à l'initiative du défenseur public fédéral Michael Donao. Selon les termes de l'homme, la peine reçue par Jordan Graham lors de son procès était extrême. Le procureur adjoint des États-Unis, Zeno Bocuse, a une autre version. Le juge Molloy a rendu le verdict en s'appuyant à la fois sur les recommandations des procureurs, mais également sur la détermination de la peine. En novembre de la même année, le tribunal d'appel rejette la demande de Michael Donao. Jordan Graham doit être maintenu en prison pour l'ensemble de la peine reçue suite au procès. 2 mois plus tard, c'est la défense de la veuve qui intervient en faveur de sa cliente. Elle demande une nouvelle audience, mais la demande n'est pas prise en compte par le tribunal. Jordan Graham n'a jamais exprimé le moindre remords au sujet de son acte. Elle est aujourd'hui âgée de 33 ans et elle est incarcérée dans l'Alabama. Jordan pourra bénéficier d'une libération en 2043. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et ici, je vais vous reposer la question parce qu'on fait face à une affaire que je qualifierais de très particulière. Est-ce que selon vous, c'était un simple accident ou elle voulait vraiment le tuer? J'aimerais avoir vos hypothèses et vos théories dans les commentaires. Parce que cette histoire, quand on regarde bien, je la trouve vraiment flippante. Et ça rejoint un peu l'intro que j'ai faite au début. Je me dis qu'on n'est jamais sûr des choix qu'on fait. On a beau aimer une personne, choisir cette personne et se marier avec, qui nous dit qu'elle va pas te la mettre à l'envers? Sérieusement, quand tu vois des histoires pareilles, ça fait très peur. Jamais tu pourrais te douter qu'elle va faire ça, le pousser d'une falaise, sérieux. Ou pire, tu redescends, demande de divorce, tu le quittes, c'est terminé, tu passes à autre chose. Là, elle vient de prendre 30 ans de prison pour ça, bordel. Elle vient de gâcher sa vie pour une bousculade. Imaginez la folie de l'histoire. Comme je le disais, cette histoire n'a pas de sens quand on y pense. Elle n'aurait pas dû mener à la mort d'un jeune homme. Jordan Graham était une jeune fille bien, réservée, qui trouvait son sens dans la religion. Même si elle avait un peu de mal à s'ouvrir aux autres, elle savait à qui elle pouvait se confier, et c'est ce qu'elle a fait au lendemain de son mariage. Cody Johnson et elle sortaient ensemble depuis 1 an et demi quand le mariage s'est concrétisé. Le futur marié avait compris depuis des mois que Jordan était la femme de sa vie, et ce malgré les conseils de ses proches.
Cody était un homme social, travailleur et également pratiquant. S'il savait s'amuser, il avait également l'espoir de rencontrer une compagne qui était également proche de la religion. Ils avaient de nombreux centres d'intérêt, et bien que la personnalité de Jordan soit différente de la sienne, Cody avait su déceler des qualités lui correspondant. La relation est née et les rencontres se sont faites entre l'entourage et les amis. Si le mariage est une étape importante dans un couple et qu'il renforce souvent l'amour, l'événement va changer Jordan d'une façon terrible. La jeune femme a l'impression qu'elle a fait une erreur et confie son désarroi à sa meilleure amie. Celle-ci lui répète à plusieurs reprises de parler de ce qu'elle ressent à son mari, car les messages allant dans ce sens sont nombreux. Jordan est dans un mal-être certain qui conduira le pauvre Cody à la mort. Le jeune homme avait reçu ces éléments plusieurs jours après le mariage, lui qui n'avait rien soupçonné. Et une dispute a éclaté alors que le couple se trouvait en haut d'une falaise. Après son terrible geste, Jordan n'a fait que mentir, alors qu'elle aurait pu dire la vérité dès le départ. Mais non, elle a prétendu que Cody avait disparu, qu'il n'était pas revenu d'une sortie entre amis, puis qu'un prétendu ami avait causé sa mort. Des jours après, mis face à ces incohérences, elle a finalement avoué avoir causé la mort de son mari, dont elle avait retrouvé le corps. Jordan est resté sur l'angle de la dispute jusqu'au bout, même lors du procès, alors que l'acte pouvait laisser entendre une préméditation. Elle a plaidé coupable et a bénéficié d'une peine réduite. La jeune femme n'a pas vraiment exprimé de remords concernant son acte. Jordan avait vécu toute sa vie en idéalisant le mariage et la future famille qu'elle souhaitait avoir. Le meurtre était accidentel et n'aurait été motivé par aucune raison. Ici, je présente mes condoléances à la famille et aux amis de Cody. C'était un jeune homme plein de vie, qui savait se faire apprécier des autres. Et je ne doute pas que ses proches aient toujours une pensée pour lui, même plus de 10 ans après sa mort. Et bien maintenant, sans plus attendre, on va passer à notre histoire bonus. Let's begin. Nous nous rendons à Daytona, dans l'État de Floride, aux États-Unis. C'est une ville de 85 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres au nord d'Orlando. Patrick Kane de la Sierra est né le 4 juin 1992 à Miami. Il est le fils de Patricia Ronze et de Max de la Sierra. Patrick est un garçon qui grandit et évolue de manière positive sous le regard des autres. Il est optimiste et brillant. Jeune adulte, Patrick vit dans une belle maison avec son père Max et son chien. Et il travaille dans la construction avec son père. J'ai même cru lire dans un article de presse qu'ils vivaient clairement ensemble. Concernant les parents de Patrick, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Ici, on n'a pas d'informations sur une éventuelle séparation, mais c'est ce qui s'est passé, je pense. Le jeune homme est en relation avec une femme prénommée Jessica Devnani qui a 29 ans. Elle vit à Orlando et travaille au sein d'une banque. Le couple s'est connu par le biais d'une application de rencontre en 2017. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé l'amour dans une appli de rencontre. Ça me rend curieux. Bref, comme je le disais, ils se sont rencontrés dans une application de rencontre en 2017. Après plusieurs mois de relation, il est clair que leur histoire est sérieuse et ils se sentent bien l'un avec l'autre. Les familles des deux jeunes gens voient qu'ils sont heureux ensemble et n'ont rien contre leur relation. En fin d'année 2017, Patrick demande sa conjointe en mariage et la jeune femme accepte. Le nouveau fiancé remet une bague temporaire à Jessica, le temps de faire une demande un peu plus officielle avec une bague adéquate. Il doit la recevoir d'ici les prochaines semaines, le temps d'avoir la bonne et qu'elle soit fabriquée sur mesure. Donc comme on peut le voir, le couple a l'air de parfaitement fonctionner et ils ont hâte de se marier. Ils entament alors les préparatifs, mais entre-temps, quelque chose va se produire. Le matin du 27 février 2018, Jessica s'étonne. Elle n'a pas de nouvelles de son conjoint qui lui téléphone tous les jours avant de partir au travail. Elle le relance par téléphone plusieurs fois, mais sans succès. La jeune femme prend contact avec Max, son beau-père, et lui demande si elle a eu son fils dernièrement par téléphone car elle ne parvient pas à le joindre. L'homme lui répond que non et qu'il va également tenter de l'appeler de son côté. Et si nécessaire, il rentrera à la maison afin d'en savoir un peu plus. Cette situation est si inhabituelle qu'elle décide de rentrer à la maison afin de savoir si tout va bien. Malheureusement pour elle, une scène atroce l'attend sur le pas de porte de son conjoint à Howland Boulevard. Patrick de la Sierra est étendu par terre dans une mare de sang, décédé des suites de ses blessures. Il a reçu plusieurs balles de fusil dont les douilles sont retrouvées près du corps. La scène est juste effroyable. C'est un voisin qui prend contact avec les secours pour signaler le meurtre de Patrick. Ici, on imagine que Jessica a été bouleversée et donc pas en mesure de passer cet appel. Les premiers agents sur place font le tour de l'habitation
alors que le corps de la victime est pris en charge. Les policiers, dont le détective Weaver, ont peur que le tueur de Patrick de la Cielda soit toujours présent et préfèrent sécuriser les lieux. La maison se révèle vide et rien ne laisse penser qu'une intrusion ou un cambriolage est intervenu suite au meurtre de la victime. Des tirs que Patrick a reçus ont traversé la porte, ce qui aurait pu laisser supposer que le tireur se trouvait à l'intérieur du domicile et que la victime a tenté de s'enfuir. L'expert médico-légal indique que la victime est décédée suite à 4 coups de feu d'un fusil de calibre 30. Et pour info, un fusil de calibre 30, c'était un peu n'importe quoi. C'est un fusil qui normalement est destiné à tuer du grand gibier. C'est pour la chasse et sa vente est réglementée. Donc juste avec ces infos, on imagine les dégâts que ça provoquerait sur un corps humain. Une enquête est ouverte rapidement afin de comprendre ce qui s'est passé. Les premières investigations effectuées dans le voisinage permettent de découvrir que Patrick a eu une mésentente avec un voisin dernièrement. L'homme en question est un vétéran de l'armée qui est atteint de démence. En fin d'année 2017, il avait tiré sur Patrick car il l'avait pris pour un intrus. Oui, vous avez bien entendu, aux États-Unis, c'est des gros malades. Le mec voit quelqu'un dans son jardin, il lui tire dessus. C'est un peu trop facile. Et ça, faudra qu'on en parle sur la chaîne, le port d'armes. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bref. Un peu plus tôt dans l'année 2018, la police l'a interpellé alors qu'il avait un revolver à la main. Mais malgré tout ça, le vétéran est écarté par la suite de la liste des suspects. Apparemment, le vétéran n'a rien à voir avec la suite de l'histoire, et ce n'est pas lui qui est responsable de la mort de Patrick. Mais tout de même, je tiens à revenir sur les faits passés. Je ne sais pas si Patrick de la Cielda et cet homme résidaient côte à côte, mais il faut le dire, cet événement est choquant. Est-ce que ce vétéran lui a tiré en journée ou en pleine nuit ? Est-ce que Patrick a eu le malheur de traîner trop près et trop longtemps sur le terrain de son voisin pour qu'il en vienne à tirer ? Ici, on n'a pas de réponse à tout ce qui s'est passé, mais je tenais à le souligner, l'histoire est folle. Un homme qui est atteint de démence et qui a encore l'usage de ses armes, il y a de quoi avoir peur. Enfin bref, comme je le disais, ce suspect est écarté. On reprend le fil de l'histoire. Max de la Cielda témoigne concernant les événements survenus le matin même. Il a reçu l'appel d'un livreur indiquant qu'il avait un colis pour son fils. Max, n'ayant pu avoir Patrick au téléphone, lui a envoyé un message pour le prévenir de l'arrivée de l'individu à leur domicile. Le jeune homme n'a malheureusement jamais répondu à ce fameux message. Les agents supposent que le livreur était peut-être le meurtrier. Quand le père a été contacté par Jessica au sujet de Patrick, il a compris que quelque chose de grave s'était passé et il est rentré chez lui. Sa belle-fille se trouvait déjà sur place quand il est arrivé. Le détective Weaver, avec d'autres agents, se rapproche de Jessica qui est très choquée suite à la découverte du corps. Une nouvelle personne d'intérêt va émerger suite au témoignage de la compagne de la victime. Patrick et Jessica ont demandé une ordonnance de non-communication à l'encontre d'un ex-conjoint de la jeune femme. Un ex qui les harcelait par texto et messages vocaux. La première demande sera faite par Patrick en octobre 2017. Concernant Jessica, elle fera aussi sa demande en décembre de la même année. C'est la demande de la jeune femme qui est prise en compte, tandis que celle de Patrick sera refusée. L'homme se nommait Gregory Bender, et c'était lui qui harcelait le couple. Je vais tout d'abord vous présenter cet homme avant de vous parler de la relation qu'il entretenait avec Jessica. Gregory Bender est originaire de la ville de Windermere, à 45 minutes de Deltona. Il a 50 ans au moment des faits et exerce la profession de gestionnaire de fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs, ce sont des investissements qui nécessitent une stratégie de placement particulière, voire même risquée. C'est pas évident de donner une définition de ce métier, mais c'était un genre de trader qui faisait son business, si j'ai bien compris. Jessica Devnani et Gregory Bender se sont rencontrés sur internet en 2009. La jeune femme a à peine 20 ans, tandis que l'homme est âgé de 42 ans. Ils apprennent à se connaître et finissent par former un couple. Mais à ce moment précis, l'homme est pourtant marié avec Daimara Sanchez, et ce depuis plusieurs années, et ils ont un enfant ensemble. La jeune femme n'est pas au courant de la double vie de son conjoint, et d'ailleurs c'est important pour la suite de le savoir. Gregory est un homme charismatique, intelligent et charmant. Il gagne bien sa vie, ce qui apporte une certaine stabilité. La jeune femme se sent bien auprès de lui, et a l'impression de le connaître depuis toujours. La relation devient de plus en plus sérieuse au fur et à mesure des années, au point où Jessica et Gregory se fiancent. Mais la jeune femme se rend compte avec le temps de certains comportements de son conjoint. Gregory est une personne extrêmement jalouse et se montre menaçant à l'égard de sa compagne. Si Jessica n'a pas peur pour elle, elle ne sait pas exactement de quoi Gregory est capable.
en particulier contre les hommes qui l'approchaient. La double vie cachée de l'homme prend fin en début d'année 2017. Gregory Bender se trouve hospitalisé suite à une procédure chirurgicale, sans que l'on connaisse les détails. Il est en soins intensifs, le temps de se remettre sur pied. Jessica décide de rendre visite à son compagnon sans l'informer avant. Elle arrive dans la chambre de Gregory et le voit avec une autre femme. Ouh, les problèmes. Ça sent pas bon cette histoire. J'imagine trop la scène. Elle ouvre la porte et... What the fuck? On reprend notre histoire. Tu vois ton homme avec une autre femme, c'est complètement lunaire. Enfin, je le souhaite à personne sérieux. Et quand elle découvre cette femme dans la chambre, elle ne la connaissait pas. Jessica demande à l'inconnu qui elle est. Et c'est là que Jessica se présente comme étant la fiancée du malade en présentant sa bague. Elle est surprise d'apprendre qu'il s'agit de Daimara Sanchez, la femme de Gregory, qui répond de la même manière en présentant son alliance. Les présentations ont dû être très étranges et tu m'étonnes. Un homme dans son lit d'hôpital face à sa femme et sa maîtresse. La scène est complètement lunaire. Ici, on se rend compte que certaines personnes vont beaucoup trop loin pour mener leur double vie, et elles oublient même certains paramètres. De toute façon, j'ai envie de dire, ce genre de choses, tôt ou tard, ça finira toujours par savoir. Bref, Jessica n'est pas la compagne officielle de Gregory. Elle est en réalité la maîtresse de cet homme, avec qui elle sort depuis maintenant 8 ans. Ici, c'est la douche froide, surtout quand on sait qu'ils se sont fiancés. Elle est dévastée par la nouvelle et demeure sans nouvelles de Gregory pendant plusieurs jours. Gregory finit par lui expliquer la situation. Oui, il est marié, mais c'est un mariage de convenance, selon ce qu'il dit. L'union demeure pour que sa femme et lui élèvent ensemble leur fils, même s'il n'y a plus vraiment d'amour. Suite à toutes ces explications, Jessica décide de rester en couple avec lui, mais elle impose tout de même un ultimatum. Il doit divorcer de sa femme s'il souhaite que leur relation puisse revenir à la normale, entre guillemets. Gregory répond positif à cette demande et lance la procédure de divorce. Mais entre-temps, en mai 2017, après toutes ces révélations, Jessica mettra un terme à la relation. Et j'ai envie de dire... Cheh. Ouais, c'était méchant. Mais cheh. Mais il méritait. Et qu'est-ce que tu vas rester avec un mec qui fait une double vie, sérieux? Jamais de la vie. Sérieusement, faut être fou. Donc pour moi, elle avait totalement raison. Sa relation amoureuse avec Gregory est au point mort depuis le divorce. Et la confiance en a pris un coup. Toute leur histoire existait suite à la mise en place de stratagèmes et de mensonges. Quand il apprend ça, Gregory Bender est loin d'accepter cette situation. La jeune femme s'inscrit par la suite sur une application de rencontre, certainement pour oublier cette déception amoureuse et passe à autre chose. C'est par ce biais qu'elle fait la connaissance de Patrick de la Cierda en juin 2017. Les deux jeunes gens finiront par se mettre en couple, comme on a pu le découvrir un peu plus tôt dans la vidéo. D'ailleurs, je préfère prévenir dans les commentaires concernant Jessica. Elle sort d'une relation de 8 ans et elle se met déjà sur une application de rencontre. Ici, je pense que personne n'a le droit de la juger et je pense qu'elle avait totalement raison, sérieux. Elle vient de découvrir que cette relation, probablement sa première histoire sérieuse, n'était pas ce qu'elle croyait. Je pense que quand tu apprends que ton conjoint mène une double vie, tu remets beaucoup de choses en question. Parfois, l'amour disparaît et tu as l'impression que rien n'a jamais été sincère. T'as un tout autre regard sur ce que t'as vécu avec ton partenaire. Donc on est d'accord que c'est plutôt Gregory Bender qu'on devrait juger, et non Jessica. Enfin bref, après cette petite bulle, reprenons notre histoire. Jessica souhaite garder sa nouvelle relation secrète, afin de ne pas attiser la colère de Gregory, dont elle connaît le tempérament. Gregory finit par apprendre par le biais de Facebook que son ex-maîtresse est en relation avec un autre homme. Et c'est à ce moment-là que le harcèlement de Gregory Bender débute. S'il tentait de maintenir le lien avec elle depuis la rupture, il n'a eu de cesse d'envoyer des messages de plus en plus oppressants. Il montre qu'il est toujours présent dans le quotidien de la jeune femme. Dans un message vocal qu'il a envoyé à Jessica, l'homme dira la chose suivante. « Je donne des instructions et je vais mettre mon plan en action. » Il incite également à plusieurs reprises de le recontacter. J'imagine qu'il maintenait au départ le contact avec Jessica dans l'idée de la reconquérir. Malheureusement, l'arrivée de Patrick dans sa vie a été vue comme une trahison de la part de Gregory Bender. D'ailleurs, petit aparté, Gregory Bender qui est jaloux de sa maîtresse, c'est quand même un comble. Les gens qui sont jaloux comme ça, je ne vois que deux cas de figure. Soit tu as vécu une relation qui s'est soldée sur la tromperie, soit tu es toi-même une personne infidèle. Gregory s'est mis en couple et s'est même fiancé avec sa maîtresse alors qu'il était marié. Jessica le découvre et lui laisse une chance de remettre de l'ordre dans sa vie. Au départ, il n'a pas voulu divorcer, donc elle l'a quitté.
Maintenant que la jeune femme débute une nouvelle relation, lui, il revient. C'est là qu'on voit que c'est une personne hyper toxique. Le couple a pris au sérieux ses messages et appels constants de la part de l'ex-conjoint. Jessica a été en couple avec Gregory Bender pendant 8 ans et elle sait qu'il possède des armes chez lui. Patrick a mis en place un système de sécurité autour de son domicile et a même fait changer la porte d'entrée. Tout ceci a été fait avant d'impliquer la justice. D'ailleurs, l'ordonnance de non-communication demandée par Jessica est acceptée par le tribunal. Cela imposait à Gregory Bender de laisser son ex tranquille, mais également de remettre ses armes aux autorités locales. On sent que malgré tout, ici il y a une certaine peur. Le couple avait peur de cet homme, et c'était évident. Et j'imagine que c'était constant, et que si au départ Jessica était entre guillemets la seule personne impliquée, Gregory a dû trouver le moyen de rentrer en contact avec Patrick, afin de lui pourrir également le quotidien. Après des recherches un peu plus poussées et le témoignage de Max, les autorités comprennent que l'ordinateur de Patrick, ainsi que le disque dur du système de sécurité de la maison ont été volés et utilisés. Jessica révèle aux enquêteurs que le matin du décès de son compagnon, Gregory Bender a tenté de la contacter à 2 reprises. La jeune femme n'a pris aucun des appels, mais ça lui a mis la puce à l'oreille. Son ex-conjoint n'a pas le droit de la contacter et Patrick ne donne aucun signe de vie. Ces 2 faits ont motivé son départ précipité de son lieu de travail. Les enquêteurs sont rapidement contactés par l'ex-femme de l'homme en question, Daimara Sanchez. Cette dernière a appris par le biais de la télévision la mort de Patrick de la Cielda et elle savait qu'il était le conjoint de Jessica Devnani, la maîtresse de son ex-mari. Gregory Bender et elle ont décidé de divorcer pendant l'année 2017 et elle a déménagé en décembre de cette même année. Alors qu'elle vivait encore sous le même toit que son futur ex-mari, elle est tombée sur un papier étrange où l'homme renseignait un sinistre plan. Daimara Sanchez donne énormément de détails concernant ce plan. Cette révélation motive les autorités à se munir d'un mandat de perquisition au domicile de l'homme. Le détective Weaver est légèrement suspicieux par rapport à cet élément, mais il se dit que ça pourrait prouver sa culpabilité s'il trouvait cette preuve chez lui. Dès le lendemain du meurtre de Patrick de la Cielda, la police se rend au domicile de Gregory Bender. La maison est fouillée et permet la collecte de preuves le reliant au meurtre. Pour eux, ils étaient quasiment certains que c'était le meurtrier de Patrick de la Cielda. Les enquêteurs mettent la main sur de nombreuses armes et sur le fameux carnet détaillant un plan machiavélique ainsi que de nombreux détails sur le couple. Des feuilles du carnet avaient même été jetées dans la poubelle, elles aussi fouillées par le détective Weaver en personne. Il renseigne ce qu'il sait sur la maison de Patrick, sur l'itinéraire à emprunter afin de se rendre chez lui, mais aussi les horaires de sortie avec son animal de compagnie, et plus encore sur les différents accès au terrain et à la maison. L'homme avait même son plan de fuite. Je vais vous donner un aperçu de ce qui était écrit sur ce fameux plan. Mettre du ruban adhésif sur le bas d'une 2e paire de chaussures afin qu'il n'y ait pas d'empreinte de pas. Attendre de confirmer qu'il est seul. Ensuite, éteindre les téléphones portables et jeter les vêtements, la plaque, le traceur et les gants. Les éléments concordent avec ce que l'ex-femme du suspect avait renseigné à la police. Gregory Bender avait manifestement une haine féroce concernant le nouveau compagnon de Jessica. L'harceleur surveillait le couple. Il surveillait aussi leur domicile et leurs habitudes depuis quelque temps déjà. Tout ce qu'on voit ici nous montrait sa dangerosité. Il envisage au départ d'injecter une dose mortelle de drogue à Patrick avant de se rabattre sur cette fausse livraison. Ici, ce n'est pas un homicide involontaire, mais bel et bien un assassinat préparé. Tout était calculé depuis le début. C'était un putain de meurtrier. Patrick s'est rendu à sa porte après avoir entendu sonner. Le jeune homme était en attente d'une livraison importante, la bague de fiançailles pour sa conjointe. Il s'est précipité à l'entrée de chez lui et il est tombé nez à nez avec son assassin, Gregory Bender, l'homme qui l'harcelait avec sa compagne. Patrick n'a pas vraiment eu le temps de réagir en découvrant l'homme devant sa porte. Gregory Bender tire à 4 reprises. Avec ses 4 coups de feu, il ne laissera aucune chance à sa victime de s'en sortir. L'assassin parvient à se débarrasser des images de vidéosurveillance du domicile, dissimulant ainsi son passage avant de rentrer chez lui. À partir de là, il doit préparer sa fuite. Mais au lieu de ça, il décide de prendre contact avec Jessica. Cette simple action est lourde de conséquences pour lui. L'homme n'a pas respecté l'ordonnance du tribunal. Il n'avait plus le droit de la contacter. C'était fini normalement. La police l'a au départ arrêté pour ce fait, avant qu'il ne soit distinctement relié au meurtre de Patrick de la Cielda, après la fouille de son domicile. Des munitions correspondant au calibre de l'arme du crime sont découvertes,
alors que l'arme responsable de la mort de Patrick de la Cierda n'a pas encore été retrouvée. D'ailleurs, pour info, je vous ai pas beaucoup parlé de la famille de Patrick, parce que je voulais tout simplement garder une certaine cohérence dans l'histoire. Donc pour pas vous perdre, j'ai évité de tout mélanger. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les proches de la victime sont sous le choc quand ils apprennent sa mort. Patricia Ronze, la mère de Patrick, parle de son fils en ces termes. Patrick était un fils merveilleux, et il aimait les enfants, il aimait les bébés, et j'avais vraiment hâte d'avoir des petits-enfants de lui. Quand on entend sa mère dire ces paroles, on sent qu'elle était déchirée au fond d'elle. Et tu m'étonnes, perdre son fils, je le souhaite à personne. Le procès concernant l'affaire du meurtre de Patrick de la Cierda s'ouvre le 25 mai 2021, 3 ans après les faits. Les audiences doivent se dérouler sur une semaine. Daimara Sanchez ainsi que Jessica Devnani sont présentes afin de témoigner contre Gregory Bender. La défense de l'accusé indique que le carnet retrouvé chez Gregory n'est qu'une preuve circonstancielle. C'est un élément qui est utilisé pour démontrer l'existence d'un fait sur une supposition, une hypothèse. Les bandes de vidéosurveillance du domicile de la victime supprimées ne permettent pas de le localiser sur le lieu du crime. La défense indique que Gregory Bender ne doit pas être puni pour avoir mis à l'écrit un fantasme. D'ailleurs, elle affirme que la fouille du domicile a été faite illégalement. Mais l'accusation reste fixée sur ce fameux carnet. Il était beaucoup trop précis sur ce plan qui a été réalisé. Les coups de fil que l'accusé a donnés à Jessica Devnani le matin du crime sont d'ailleurs une curieuse coïncidence. L'homme était en illégalité à la fois pour ce fait et également concernant les armes qu'il avait chez lui, alors que son permis de port d'armes était expiré depuis 2016. Ici, je me demande ce que Gregory Bender cherchait à faire en prenant contact avec son ex-conjointe. Est-ce qu'il souhaitait se vanter de son crime? Est-ce qu'il souhaitait entendre Jessica s'effondrer en lui révélant le crime? Ici, on peut se poser tout un tas de questions. Ça se trouve, il voulait même la tuer, qui sait? Tu peux pas savoir ce qu'il avait derrière la tête. Ça se trouve, s'il avait été laissé en liberté, qui nous dit qu'il ne serait pas devenu un tueur en série? Il y a tout un tas de possibilités, mais je pense que je m'écarte un petit peu. Jessica Devnani s'exprime face au tribunal avant la fin du procès. Elle va dire les choses suivantes face à l'accusé. Je veux juste dire que Patrick était l'âme la plus aimante, attentionnée et belle que je connaissais. Il a vécu chaque jour pleinement et m'a aimé. Patrick et moi allions construire une vie ensemble. Nous allions fonder un rêve de conte de fées et vivre heureux pour toujours. Mais ce rêve n'est jamais devenu réalité, parce qu'il a été pris par cet homme assis dans la salle d'audience aujourd'hui. La délibération du jury prend 2 heures avant que le verdict tombe. Gregory Bender, 53 ans, est reconnu coupable de meurtre au premier degré, donc assassinat. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les avocats de Gregory Bender ont fait savoir leur intention de faire une demande en appel de la condamnation. La famille et les proches de la victime se disent soulagés par le verdict. Toutefois, ils demeurent en colère face au système judiciaire concernant le traitement des demandes d'ordonnance de non-communication. Ils se disent que si les autorités avaient pris en compte sérieusement le harcèlement de Gregory Bender à l'égard du couple, Patrick serait toujours en vie. Bender devait remettre ses armes à feu au bureau du shérif du comté, mais cela n'a jamais été fait. Aucune intervention n'a été réalisée pour respecter l'ordonnance. Rien. Sans motif concret pour l'établissement d'un mandat de perquisition, aucune autorité compétente ne pouvait se présenter afin de récupérer les armes. Jessica déplore elle-même l'abandon du système face à la situation que son conjoint et elle vivaient à cause de son ex-compagnon. Et ici on peut la comprendre, c'est pas la première fois qu'on se plaint du système judiciaire. Souvent, aucune mesure ne sera prise. C'est toujours quand c'est trop tard qu'on commence à ouvrir les yeux. Pourtant, dans de nombreuses affaires, et comme celle-ci, moi je trouve que c'est très flagrant. Le couple était effrayé depuis le début qu'il allait se produire quelque chose, et finalement, ça s'est produit. Ouais, malheureusement, le système judiciaire, pour de nombreux cas, c'est de la merde. Bref. Jessica a fait part aux médias 48 heures qu'elle ferait le maximum pour vivre et honorer Patrick. Elle est rassurée de savoir Gregory Bender en prison sans possibilité de remise en liberté, même si au fond, elle aurait souhaité que la situation n'aille pas aussi loin. La jeune femme pensait que les mois à venir seraient parfaits avec Patrick, mais elle ne s'attendait pas que cette ancienne relation vienne tout gâcher. Si elle avait énormément de considération pour Gregory Bender pendant leur histoire, le cinquantenaire s'est révélé être un manipulateur, un menteur puis un harceleur par la suite. Il a fait de la vie du couple un enfer. Il est allé jusqu'à les surveiller de A à Z jusqu'à leur domicile. Et l'homme qu'il voyait en face de lui, il le voyait comme un rival.
Patrick, quant à lui, n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Il a été pris pour cible par un monstre, le pauvre. Gregory Bender est aujourd'hui incarcéré à l'établissement correctionnel de Madison, dans l'État de Floride. L'homme finira ses jours derrière les barreaux. Il n'a à aucun moment exprimé le moindre remords concernant l'assassinat de Patrick de la Cielda. Et je voudrais terminer sur une note un peu plus positive malgré tout. La famille de Patrick a offert la bague de fiançailles que le jeune homme avait conçue à Jessica pour son 30e anniversaire. L'événement est survenu 2 mois après la mort de Patrick. La jeune femme a décidé de la porter malgré tout, en souvenir de l'homme qu'elle aimait et qu'elle considère comme étant l'amour de sa vie. Elle a indiqué dans un article de presse que c'était la bague parfaite. Si le bijou lui rappelle la perte de Patrick, elle n'oubliera jamais l'impact qu'il a eu dans sa vie. On se retrouve pour la conclusion de cette terrible histoire. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas traité une affaire aussi malsaine. Comme je le disais en intro, la jalousie, regardez ce que ça peut provoquer. Je viens de vous raconter l'histoire, mais je vous promets, je suis encore choqué par tout ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est digne d'un film et on a du mal à se dire que ça a vraiment existé. Et pourtant, ça s'est bel et bien réalisé. Quel monde de fou. Ici, on a un jeune homme de 25 ans qui est mort à cause de la jalousie d'un type qu'il ne connaissait pas. La jalousie, c'est quelque chose de vraiment terrible et dévastateur. D'ailleurs, si vous avez un entourage toxique et jaloux, fuyez. Fuyez, pauvre fou. Pour votre santé, fuyez le plus loin possible, parce que des gens jaloux et toxiques, perso, moi j'en veux pas. Non, sérieux, on peut s'en passer. Et Dieu sait qu'il y en a des gens bizarres. Bref, la jalousie, c'est souvent un motif pour mettre en place un terrible plan, et pour certains cas, causer la mort d'une personne qui est vue comme un obstacle. Quand ce n'est pas des relations amicales qui tournent au drame, ce sont des relations amoureuses, anciennes ou d'actualité, qui sont concernées. En l'occurrence, notre cas est celui d'une histoire d'amour passée. Patrick de la Cielda a eu le malheur de rencontrer une femme, Jessica, qui sortait d'une longue relation avec un homme jaloux et manipulateur. Jessica Devnani avait rompu quelques mois, après avoir appris que son conjoint était marié et reprenait le contrôle de sa vie. En faisant la connaissance de Patrick, elle était loin de se douter que cela attiserait autant la haine chez son ex-partenaire. La jeune femme savait qu'il n'accepterait pas qu'elle se remette en couple, mais il est allé au-delà de tout ça. Il a menacé le couple jusqu'à commettre l'irréparable, la mort de son rival. Et c'est de cette manière que Patrick est décrit dans la presse. Ça laisse entendre que l'ex-conjoint de Jessica était toujours amoureux d'elle, même après plusieurs mois de séparation. Elle avançait sans lui tandis qu'il avait divorcé de sa femme pour elle. Soit il avait encore des sentiments pour elle, soit il voulait se venger d'elle suite au fameux ultimatum imposé. Il y avait en tout cas un désir malsain derrière tout ça, après un harcèlement du couple et une surveillance soutenue de Patrick avant de le tuer. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à l'entourage de Patrick de la Cielda suite à la perte du jeune homme. Il a su marquer les esprits par sa bienveillance et la personne qu'il était. En tout cas, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. L'histoire est complètement dingue, donc j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte d'avoir vos hypothèses, qu'on puisse tous débattre dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et il est temps pour moi de me téléporter. On se dit à très vite pour une nouvelle affaire. Moi je fonce me commander un petit truc à manger parce qu'après ce tournage, j'ai faim. Oui, j'ai faim, je suis gourmand. Et tu viens de raconter une histoire de fou et t'as faim. Tes abonnés vont te prendre pour une énergumène. Oh, je me calme, mais je me commanderai bien un tacos quand même. Même après des histoires horribles, faut bien vivre mes amis. Donc prenez bien soin de vous et vos proches, régalez-vous bien, profitez de la vie et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.